Mes chers concitoyens, les événements en Irak sont désormais arrivés au dernier jour de décision. L'attaque contre l'Irak a commencé. Des missiles de croisière attaquent par vagues. Tous les regards sont sur Bagdad ce soir, 5e jour de la guerre contre l'Irak. La chasse à Saddam Hussein et c'est fini, mais les combats continuent en là-bas. De jeunes Américains courageux sont toujours à Bagdad pour traiter ce problème. Nous sommes en 2003. Les États-Unis ont lancé une invasion totale de l'Irak dans le but de le désarmer de ses armes de destruction massive, de mettre fin au soutien de Saddam Hussein au terrorisme et de libérer le peuple irakien. Cette mission n'allait pas être bon marché et s'est avérée coûteuse en ressources, en temps et en personnel. Avec le besoin croissant de forces non conventionnelles, le champ de bataille subissait une transformation. L'ennemi n'était pas toujours clair. Certaines missions nécessitaient des opérateurs spéciaux hautement entraînés, capables de neutraliser avec précision des cibles de grande valeur. À cause de cela, les forces d'opération spéciales commençaient à avoir un impact plus important sur l'effort de guerre. Avec le besoin croissant d'opérateurs spécialement formés, une situation sans précédent se présentait. Une unité conjointe d'opérations spéciales efficace, apte à atteindre des objectifs internationaux, était plus nécessaire que jamais. Ainsi sont nés les débuts de la force opérationnelle 145, l'une des unités conjointes les plus secrètes, efficaces et redoutées. Voici l'histoire de la force opérationnelle 145. Abu Musab al-Zarqawi était un chef terroriste notoirement énigmatique qui a semé le chaos au Moyen-Orient pendant des années. Il avait revendiqué la responsabilité de nombreux attentats atroces et meurtriers, ce qui a fini par faire de lui l'homme le plus recherché de Jordanie et d'Irak, au point que le gouvernement américain a offert une récompense de 25 millions de dollars pour toute information menant à sa capture, soit la même somme qu'ils avaient proposée pour la capture d'Oussama Ben Laden. Même après la capture de Saddam Hussein, la présence terroriste en Irak restait forte. Ainsi, la lutte contre le terrorisme était un objectif central pour les États-Unis lors de l'invasion de l'Irak, car il causait de nombreuses pertes parmi militaires et civils irakiens. Face à l'ampleur de la tâche, les États-Unis n'agissaient pas seuls. Le Royaume-Uni les avait rejoints. Avec des milliers de soldats et de nombreuses agences en Irak, des renseignements étaient collectés et utilisés pour diverses missions sur des cibles et ressources terroristes importantes. Les États-Unis comme le Royaume-Uni étaient submergés par un afflux massif d'informations. La plupart des renseignements qu'ils recevaient étaient soit peu fiables, soit menèrent à des impasses. Chaque seconde perdue augmentait le risque de pertes humaines, il fallait donc agir rapidement. En 2004, le général décoré Stanley A. McChrystal a pris la tête du Joint Special Operations Command, réunissant les unités d'élite de l'armée américaine. Il a rapidement été informé des problèmes sous-jacents et des tensions entre les États-Unis et le Royaume-Uni, allant du mauvais traitement des prisonniers aux divergences politiques, en passant par la rivalité entre les différents services. Pour régler ces problèmes, il a fait le ménage et créé la Task Force 145, l'une des forces les plus redoutables de l'histoire militaire américaine. La Task Force 145 était une force conjointe américano-britannique regroupant plusieurs unités des opérations spéciales. Ces unités allaient donc de la Delta Force, Sea, Air and Land Team 6, Intelligence Support Activity, Special Air Service, Special Boat Service, CIA Special Activity Center, et ce n'était pas tout. Le 24e escadron des tactiques spéciales, le 160e Special Operations Aviation Regiment, le Military Intelligence, 6 le FBI, les Rangers de l'armée et le régiment de reconnaissance spéciale auprès des collections spéciales étaient réunis sous une même bannière pour former l'une des forces spéciales les plus secrètes au monde, prendre les Libye. Mais on ne peut pas avoir les meilleures forces d'élite réunies sous le même toit en train de se disputer pour savoir qui commande. Afin de travailler ensemble aussi efficacement que possible, la force opérationnelle 145 a été divisée en plusieurs petites forces opérationnelles, toutes sous le même commandement. Chacune de ces forces opérationnelles était composée de communautés spécifiques des opérations spéciales, chargées de missions uniques. La force opérationnelle rouge réunissait des rangers de l'armée et des opérateurs de la Delta Force. La force bleue associait des membres du Sea, Air and Land Team 6 et des Rangers. La force verte regroupait aussi des opérateurs de la Delta Force et des Rangers. La force noire comptait du personnel du Special Air Service, Special Boat Service et Special Reconnaissance Regiment.
La force orange dédiée au renseignement comprenait l'Intelligence Support Activity, le FBI, le Military Intelligence, CIS, la CIA et d'autres agences. Chaque force opérationnelle agissait de façon autonome, mais coordonnée pour mener diverses missions au Moyen-Orient. On ne crée pas la meilleure force opérationnelle sans une excellente raison. La force opérationnelle 145 s'est vue confier une mission principale: neutraliser ou capturer le cerveau terroriste Abu Musab al-Zarqawi et démanteler son réseau Al-Qaïda. Puisque Zarqawi avait commis des atrocités si graves que même Oussama Ben Laden avait dû le désavouer, l'arrêter au plus vite était d'une importance capitale. L'objectif secondaire de la force opérationnelle était de perturber et de réduire la capacité opérationnelle des cellules terroristes en Irak. En conséquence, la force opérationnelle 145 a reçu une grande liberté pour traquer et neutraliser ou capturer les insurgés présumés. Ils étaient littéralement autorisés à mener des raids sans approbation supérieure et pouvaient agir rapidement en fonction des renseignements les plus récents. Tout cela était possible grâce au concept de « l'œil qui ne cligne jamais ». Comme l'a dit un jour Sean Naylor, auteur de Relentless Strike, The Secret History of Joint Special Operations Command, la Task Force mènera un raid. Peut-être qu'elle capturera quelqu'un ou seulement des documents, un ordinateur portable, un téléphone satellite. Elle exploitera immédiatement les renseignements obtenus lors de ce raid et les utilisera pour mener d'autres raids, souvent en quelques heures. Ils appellent cela l'œil qui ne cligne jamais. En d'autres termes, l'œil qui ne cligne jamais signifiait que les opérateurs n'attendraient pas que les renseignements soient confirmés. Dès que les renseignements étaient reçus, ils passèrent à l'action pour accomplir la mission. L'œil qui ne cligne jamais est vu comme une raison clé du succès de la Task Force 145. Avec l'accès à des équipements de pointe, les meilleurs opérateurs du monde et toutes les ressources qu'ils pouvaient obtenir, la Task Force 145 ne laissait rien l'arrêter dans sa traque de Zarqawi. À l'été 2005, la Task Force 145 menait environ 300 raids par mois, frappant des cibles chaque nuit, travaillant sans relâche. Cela représente pas moins de 10 missions chaque jour, et chacune d'elles les rapprochait un peu plus de lui. La Task Force 145 élargit son action, visant désormais aussi les acteurs locaux, cadres intermédiaires et réseaux d'insurgés, au lieu des seules cibles de grande valeur. Chaque fois qu'il y avait ne serait-ce qu'une odeur de Zarqawi dans les environs, il sortait et utilisait tous les moyens possibles pour obtenir des informations à la source. Cependant, Zarqawi s'est révélé être un adversaire insaisissable, parvenant à échapper à chaque fois aux mailles du filet. Parfois, pensant s'approcher de lui, les opérateurs faisaient en maintenance des descentes dans des complexes où ils trouvèrent des œufs encore en train de cuire. Bien que ces occasions manquées soient frustrantes à gérer, la Task Force 145 continuait tout de même à éliminer les méchants sur leur chemin. Après chaque raid, ils obtenaient en plus d'informations via les documents saisis et les interrogatoires, puis s'en servaient pour organiser de nouveau ce raid. Finalement, les choses ont pris suffisamment d'ampleur pour que la Task Force 145 obtienne une grande avancée. Les informations de la Task Force ont permis de localiser le conseiller spirituel de Zarqawi, menant à un lieu suspecté d'être sa cachette. L'armée américaine a agi vite selon ses renseignements et a préparé 2 bombes de 500 livres pour cibler sa cachette. Le 7 juin 2006, alors que Zarqawi assistait à une réunion dans sa planque, un avion de chasse F-16 de l'États-Unis Air Force a largué 2 bombes guidées de 500 livres sur la planque, neutralisant ainsi Zarqawi. La Task Force 145 a été l'un des premiers groupes à arriver sur les lieux pour sécuriser la zone, localiser et identifier son corps. La traque de Zarqawi avait enfin pris fin. La neutralisation de Zarqawi n'a pas été une tâche facile et a marqué la fin de l'un des chefs terroristes les plus en vue d'Irak. Sa disparition a remonté le moral des États-Unis et du Royaume-Uni et a considérablement affaibli l'adversaire. Non seulement la Task Force 145 a accompli sa mission principale de neutraliser Zarqawi, mais elle a également réussi à atteindre son objectif secondaire. La Task Force 145 a arrêté des milliers de terroristes et neutralisé près de 200 associés et agents de Zarqawi. Ne vous y trompez pas, la traque de Zarqawi a eu un prix. La Task Force 145 avait perdu environ 18 opérateurs, la 20% de pertes, et le Special Air Service 6 tués et 30 blessés. Bien qu'ils aient atteint leur objectif principal, il restait beaucoup à faire.
Bien que Zarqawi ne soit plus là, la mort d'un homme ne signifiait pas la fin du terrorisme endémique dans le pays, comme l'a annoncé le général Caldwell lors de sa mort. Bien que la capture de Zarqawi soit une raison de se réjouir, nous devons rester prudents et ne pas être trop optimistes, car la mort d'un seul homme ne signifie pas la fin d'une insurrection. La Task Force Sainte 45 poursuivrait la traque de terroristes et insurgés de haut rang sous son nouveau nom, Task Force 88. Cette task force a probablement changé de nom plusieurs fois au fil des ans et opère aujourd'hui ailleurs sous un nom inconnu. Cette task force, bien que secrète, s'est imposée comme l'une des forces d'intervention les plus redoutables et efficaces de la Renaissance de l'armée américaine. Leur sacrifice, leurs compétences et leur engagement à défendre notre grande nation ont sans doute rendu le monde plus sûr. Si vous souhaitez en savoir plus sur les unités de niveau hautement secrètes et mystérieuses qui composaient Vincent la Task Force 145, nous avons réalisé une vidéo couvrant chaque unité de niveau 1 de l'armée américaine. Le lien se trouvera dans la description ci-dessous avec nos réseaux sociaux, ou scannez le code QR à l'écran. Voilà l'essentiel sur la Task Force 145. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, mettez un j'aime et abonnez-vous. Comme toujours, merci de nous avoir regardés. Tu veux vraiment être ici. Un remerciement spécial à tous nos soutiens sur Patreon et à nos membres YouTube. Pour apparaître dans nos vidéos, rejoignez-nous et consultez les liens en description. Merci pour votre contribution, qui nous aidera à produire davantage de contenu de qualité. Tous vos amis s'abonnent à General Discharge et vous n'avez même pas envie d'être là.